Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Split Screen, le podcast de deux vidéastes dans lequel on vous partage tout notre savoir ainsi que de l'actualité matos. Pour le sujet d'aujourd'hui et avec François, on va vous parler de l'intelligence artificielle, à savoir s'il faut justement savoir l'utiliser ou alors en avoir peur. François, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien, David. Ravi de te retrouver. Les dernières semaines ont été bien remplies. On pensait faire la semaine suivante et puis en fait non. Mais justement, comme ça, on sait que les auditeurs attendent avec impatience le nouvel épisode. Donc on fait durer un petit peu le suspense. Donc voilà, ça va très très bien. Ouais, d'autant plus que là, on prend un sujet qui est chaud, mais sans être chaud, c'est-à-dire que toute la vague, même si elle continue de par l'intelligence artificielle, a déjà été effectuée, hein. C'est un bon nombre de vidéos, de podcasts, de réels, de TikTok sur cette vague justement de l'intelligence artificielle. Donc, on arrive un peu plus tard là-dessus, mais n'empêche que ça permet justement de partager un peu plus d'expérience. Donc, je pense que ça va être intéressant, en tout cas, de pouvoir en discuter. Mais avant, bien entendu, François, on a notre chronique news. Est-ce que tu as eu le temps de sélectionner une petite news qui t'a hypé sur ces dernières semaines ? Ouais, j'ai une petite news un peu coup de gueule. Alors attention, Aïe, 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 va aïe, peut-être y aïe. avoir, va peut-être y avoir des gros mots. Je préviens l'audience d'avance, s'il y a les enfants, mettez le casque et voilà. Non, je vais essayer de me tenir. Alors la news, moi que j'ai sélectionnée aujourd'hui, c'est une news qui concerne un smartphone qui est sorti, il me semble cette semaine, qui a été lancé cette semaine, de chez Xiaomi. Alors Ok. c'est Xiaomi, mais ça aurait pu être n'importe quel autre smartphone parce qu'il y a des choses qui sont, comment dire, c'est des techniques de marketing pour smartphones qui sont assez récurrentes et qui sont pas nouvelles. Mais je suis tombé dessus là, je traînais sur internet, je regardais les news et tout, et j'ai vu donc Xiaomi annonce son nouveau modèle, le Xiaomi 13 Pro, machin, enfin des noms à rallonge, tu sais comme ils font tous maintenant, 13 Pro plus Max, Ultra, Extra, machin truc, trop bien. Et en fait, ce qui m'a un peu fait tiquer, c'est que la partie photo, puisque c'est notre sujet photo vidéo, il y avait un petit encart avec marqué donc le bloc optique conçu avec Leica. Ah ouais. Et derrière il y avait, alors je sais plus comment c'était, mais c'était appareil photo professionnel, et puis le petit logo Leica à côté. Et ça me fume un peu ces trucs là, parce que, alors je dis pas que c'est pas vrai, je dis pas qu'ils ont pas probablement eu un mec de chez Leica qui est venu designer un truc, ou je sais même pas ce qu'ils peuvent faire concrètement Leica, puisque Leica n'a pas les comment dire, ne produit pas en fait ni de capteurs ni de blocs optiques pour smartphone. Donc Leica, il y a sûrement juste eu un consultant qui est venu faire un coucou et dire mettre le tampon, et même très probablement que Xiaomi a probablement juste allongé un gros billet pour pouvoir mettre conçu avec Leica, et que ça se trouve c'est juste un mec qui est venu dire ok c'est cool, je tamponne. Et je trouve ça un peu malhonnête, parce que tu sais très bien que le Xiaomi en question, il aura strictement rien en commun avec un Leica au niveau du rendu, au niveau de quoi que ce soit. Et puis cette appellation caméra professionnelle, je trouve que c'est abusé, quoi. C'est abusé parce que c'est pas faux en soi. Le terme professionnel, en fait, l'avantage de ce terme professionnel, c'est qu'on peut le mettre à toutes les sauces, et que oui, en soi, tu peux faire une prestation avec un smartphone. C'est absolument pas impossible. C'est de plus en plus courant pour pas mal de contenus, mais je trouve que ça induit pas mal les gens en erreur. Mais comme beaucoup d'éléments marketing sur les smartphones qui plafonnent en fait au final. Je sais plus, j'ai vu l'autre jour, je sais plus si c'est le dernier Samsung où il y avait 200 mégapixels ou un truc comme ça sur le capteur. Et t'es là, C'est fou, hein. mais allez vous faire cuire le cul, quoi, sans déconner. Vous savez plus quoi inventer pour vendre des téléphones, et c'est un peu dommage, sachant que je suis pas du tout, on en avait parlé dans un épisode de podcast. Je suis pas du tout anti-smartphone. Je trouve que les photos de smartphone aujourd'hui, les vidéos de smartphone sont incroyables compte tenu de la taille des capteurs, des blocs optiques, et de la simplicité d'utilisation. Mais s'il vous plaît, en fait, arrêtez en fait de prendre les gens pour des pigeons avec ce genre de truc là. Oui, on fait de très belles choses avec un smartphone.
Mais non, quoi. Enfin, le tampon Leica, il induit quand même pas mal en erreur. Voilà, c'était ma news coup de gueule du jour. Allez, je vais réagir par rapport à ton coup de gueule et moi je vais essayer de voir le verre à moitié plein là-dessus et me dire que tout ne part pas forcément d'une mauvaise intention. Alors c'est vrai que ce que tu dis là, dans l'ensemble, tu as certainement raison. On a des équivalences, par exemple. Donc c'est-à-dire que toi, tu te dis que c'est tout simplement un consultant qui est venu, ou alors ils ont allongé un gros billet derrière, ou ça pourrait même être plus loin. On l'a déjà vu, on a quand même des sociétés comme DJI qui ont racheté des emblèmes, des icônes du monde de la photo, comme Hasselblad, par exemple. Rien n'empêcherait peut-être qu'une partie du fonds d'investissement qui est généré par Xiaomi ait investi et soit peut-être actionnaire majoritaire ou ce genre de choses-là de Leica. Donc c'est certain qu'en effet, c'est de l'abus marketing. Maintenant, peut-être que dans ce nouveau Xiaomi, et je ne suis pas sponsorisé par Xiaomi, j'ai uniquement un iPhone, peut-être que dans ce dernier Xiaomi, peut-être qu'on va retrouver des simulations de films qui sont propres à Leica. Et même au-delà de ça, et c'est ce que j'ai tendance à me dire peut-être avec tout simplement ce que j'ai au poignet, hein, c'est-à-dire une Apple Watch, alors que mon grand-père était horloger et je suis un grand défenseur et collectionneur des montres mécaniques, peut-être que ça donnera l'envie à cette personne qui détient un Xiaomi de peut-être mieux s'intéresser à la photo ou peut-être investir dans le futur dans du Leica. Donc voilà, je réagis en étant un peu plus positif, en essayant de voir le verre à moitié plein. Je te rejoins complètement hein, là-dessus et ça peut avoir effectivement des effets positifs. C'est juste en fait moi ils nous prennent pour des cons. Ouais, c'est tous ces abus marketing en fait sur le nombre de mégapixels et tout. Et puis, enfin, le problème qui se pose derrière après, c'est un problème lié je trouve, à la surconsommation. Ouais, ça c'est vrai. Et ça met dans la tête des gens quand même que, et on l'a vu toi et moi sur TikTok, que c'est plus mon smartphone il a de mégapixels, meilleur il est en photo, alors que on sait très bien que c'est pas vrai. Que si les smartphones sont bons en photo, c'est pas lié au nombre de mégapixels. Non. Et c'est pareil pour nos caméras et nos hybrides. Donc au final, si tu veux, ça crée des croyances qui font que derrière t'as tout ça. Après moi ça m'a toujours fait beaucoup rigoler, tu sais, les gens qui te disent les différences incroyable qu'il voit entre les photos prises avec deux smartphones de dernière génération. Moi ça me fait énormément sourire parce que ouais effectivement oui, si tu cherches, tu sais, le jeu des 7 erreurs, tu cherches, ah oui la couleur elle est un peu différente là, ah oui là il y a un peu plus de bruit machin, mais c'est de l'enculage de mouche en vrai. Ouais, pour moi c'est vrai. Enfin une photo au smartphone c'est une photo au smartphone, tu vois, même si t'as, tu sais, de plus en plus ça rejoint un petit peu notre sujet, mais d'intelligence artificielle dans les smartphones qui font que notamment Apple qui avait initié le truc avec le faux bokeh derrière et tout, c'est de plus en plus précis et il y a des photos où tu te dis je ne saurais pas te dire si c'est du smartphone ou si c'est un boîtier. Maintenant voilà, se pignoler entre guillemets sur le nombre de mégapixels et puis des différences entre deux smartphones, en vrai faut vraiment être comment dire, très fanboy, on va dire, pour aller là-dessus. Je vais pas me faire des copains en disant ça, hein, mais pour moi, que t'aies un iPhone, un Xiaomi, un Samsung, un Pixel, un machin, pour moi, c'est tous les mêmes. Il y a des petites différences et des petites différences et des petites comment dire, subtilités entre les divers appareils photo, mais de là à dire que y en a un qui explose l'autre, c'est de la mauvaise foi pour moi. Hein. Enfin, voilà. Ouais, et alors pour toujours un peu déborder sur cette news, je reviens sur une vidéo que j'ai vue aujourd'hui d'un créateur. Alors par contre, c'était une vidéo sponsorisée parce que je ne suis pas persuadé qu'il aurait fait ce fond. Enfin, peut-être que si. Enfin, si, pour une fonctionnalité, je vais le rejoindre. Je vais expliquer après. Mais sinon, dans l'absolu, je ne suis pas persuadé qu'il aurait fait ça automatiquement. En fait, CapCut, donc le logiciel de montage vidéo sur smartphone, en fait, ils ont une version desktop maintenant, une version ordinateur. Ouais. Je savais pas. Je l'ai essayé. Ah je savais pas, et donc je l'ai découvert parce que ce créateur dit que pour lui, en fait, le thème de la vidéo c'était je crée 2 semaines de contenu Instagram en 24 heures.
Et il montre Ouais. justement qu'il le fait avec CapCut, et forcément, c'est CapCut qui paye pour ça. Et donc, c'est bien parce qu'au final, ça veut dire que les personnes qui sont habituées depuis le début à faire du montage vidéo sur leur smartphone, qui ont commencé uniquement avec ça et via CapCut, eh bien, Mm. et si j'ai envie de voir le verre à moitié plein, je me dis qu'elles se disent, ah ben tiens, CapCut, que je connais, qui est un monde, un univers qui m'est familier, que j'aime bien, fait une version desktop. Eh bien, peut-être que je vais migrer vers la version desktop. Et donc, cette personne-là va évoluer dans le montage vidéo, va évoluer dans l'apprentissage, etc. Donc, moi, je trouve ça vraiment génial. Maintenant, de là à recommander ce logiciel-là, je sais pas, sauf pour une fonctionnalité. Et là, les gars, il y en a de ceux qui ont en terrasse bougé le train et entre autres DaVinci Resolve, c'est que le CapCut, l'application mobile, elle intègre la génération automatique des sous-titres et la version desktop aussi. Et elle Mm. le fait super bien. Elle le fait super Il bien. y a ça, il y a plein de trucs que CapCut fait très très bien. Moi, je suis sur le cul en fait de l'innovation dont est capable l'éditeur de ce logiciel, parce que je tombe régulièrement sur des petits tutos. Alors, ça reste encore un peu de la bidouille, mais t'es quand même, enfin, t'as quand même la possibilité de créer des overlays, Ouais. d'avoir de la détection de sujets, du détourage et de la rotoscopie, qui est pour un logiciel gratuit quand même, on le rappelle, assez poussé, des trucs que tu vois, il n'y a pas forcément moi dans Final Cut. Final Cut, je trouve de plus en plus à la bourre d'ailleurs. Quand je vois ce qui est possible de faire avec Resolve, je trouve Final Cut vraiment à la bourre, et que là, Apple, il ferait quand même mieux de se bouger le train, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour faire une tuerie avec ce logiciel, et pour l'instant, ils sont en train de prendre du retard. Mais alors, CapCut, tu vois, j'ai fait l'autre jour une formation en présentiel à des startups Ok. qui voulaient apprendre à créer du contenu et tout ça. Et justement, je cherchais un logiciel de montage qui soit gratuit et multiplateforme. C'est là que j'ai découvert la version desktop De de CapCut. CapCut. Et vraiment, alors pour le coup, moi je pourrais la recommander clairement à des gens qui démarrent dans le montage, parce que c'est du niveau, voire même au-dessus non, c'est clairement au-dessus de iMovie par exemple. Et tu peux l'avoir sur PC et sur Mac. Ça bouffe pas des ressources incroyables. Pour démarrer, je trouve que c'est un super logiciel. Maintenant, effectivement, après, on va pas bosser de manière professionnelle avec CapCut, ça c'est sûr. Mais pour démarrer en gratuit, aujourd'hui, je vois pas mieux. Et En tu as vrai. regardé ce Enfin, parce que forcément, rien n'est gratuit, donc c'est-à-dire que je suppose qu'il y a une version payante. Qu'est-ce qu'elle propose en plus de la version gratos? Eh ben, écoute, je me suis pas heurté à avoir le besoin d'un truc payant, Ah, donc je ok, saurais pas te dire. ok. Dans ce que j'ai fait, je sais que, tu vois, en gratuit, tu as toutes les fonctionnalités que tu as sur smartphone. Je pense qu'en payant, c'est peut-être tu sais, des effets ou des trucs comme ça qu'il doit y avoir, comme dans la version mobile. Mais tout ce qui est gestion de fond vert, les luttes, il y a quand même des petits outils d'étalonnage. Alors, je dirais pas étalonner avec, mais c'est vrai que même tu pourrais te dire, vu que tu peux intégrer des luttes, rentrer mes fichiers log dedans et tout ça, ça pourrait être jouable. Ok. Donc vraiment pour les gens qui débuteraient, je trouve l'option très très intéressante. Bien sûr, il faudra évoluer vers autre chose après pour aller plus loin, mais c'est bien foutu, c'est user friendly, c'est cool. Moi, Franchement, c'est cool. le seul truc, alors j'ai pas regardé la vidéo en entier, mais je pense avoir vu ça. Et si c'est le cas, ça c'est très intelligent. Dans la version desktop, c'est je pense avoir vu comme une espèce d'onglet, et le visuel me laissait penser qu'en fait cet onglet était quasiment en connexion avec la database des top musiques TikTok, et donc du coup que tu savais voir Ah, et sélectionner dedans. Et si c'est le cas, par contre, ça c'est super intelligent parce que ça te permet de faire ton montage en amont synchronisé par rapport à la musique, t'exportes sans la musique, ouais, et quand tu le mets dans TikTok, tu vas sélectionner la musique en question. ouais. Donc si c'est le cas, Ça, j'ai pas vu. si ça existe bel et bien, parce que moi le visuel me laissait penser à ça, c'est super intelligent Ouais. quand même. Donc voilà. Ok, Et du coup, ta news à toi alors? alors ma news à toi, elle va rejoindre de l'équipement que tu as. Elle va rejoindre de Ah, l'équipement que tu as parce qu'en fait, tu as Red qui vient de sortir une Komodo, mais avec un capteur full monochrome. j'ai vu. Ouais, et je trouve ça super intéressant à partir du moment où moi j'adore le noir et blanc. Quand je vois des interviews qui sont réalisées avec un beau noir et blanc, je trouve ça mais super beau.
Et alors, sans comprendre toute la complexité, l'avantage technique qu'amène un capteur monochrome et que mon ami Steve de la chaîne Déclic Numérique pourrait m'expliquer parce que lui a investi dans un Leica Q2 avec capteur monochrome, je trouve ça génial. Voilà, je trouve ça génial en tout cas d'avoir sorti ça et de se dire que c'est quelque chose qui va t'amener un réel plus dans ta créativité, tu vois. Donc, ouais, je trouve ça, ça m'a hypé. Ça m'a hypé. Tu as vu la sortie quand, toi, de ça? J'ai vu ça la semaine dernière, je crois. Et Ouais. alors, j'étais semi-hypé moi du coup parce que effectivement, alors le boss de Red expliquait que du fait qu'ils enlèvent sur le capteur les couches en fait couleur, on avait une sensibilité qui était beaucoup plus importante. Alors, je sais pas sensibilité à quoi. Mhm. Donc ça va. Alors c'est sûr que là pour le coup tout ce qui est couleur, bah, on s'en bat les steaks. Sensibilité du coup à la lumière. Est-ce qu'on va gagner comment dire en plage dynamique? Qui est déjà énorme. Je saurais pas dire en quoi. J'aimerais bien savoir. Je me demande si c'est quand même pas un truc un petit peu. Je pense pas qu'ils vont en vendre des millions parce que Non, déjà elle est non. plus chère. Elle est plus chère que la Komodo de base. Et le fait, quand tu mets ce prix-là dans une caméra, après tu me diras, quand c'est des grosses prods et tout, ils s'en battent les steaks, hein, mais quand tu mets ce prix-là dans une caméra, tu te dis, bah, j'ai envie quand même qu'elle soit un petit peu polyvalente. Et effectivement, tu peux très bien filmer avec ton capteur en couleur et après mettre du noir et blanc. Mais là encore une fois c'est pareil, tu vois, le Leica monochrome, moi je trouve ça hyper stylé aussi, ça me hype de ouf. Mais j'ai pas tous les tenants les aboutissants Non. sur les avantages du truc. Donc sur la Komodo c'est pareil. J'ai juste vu meilleure sensibilité, mais meilleure sensibilité à quoi, je sais pas. Je Ouais, sais ouais, pas, donc c'est... et puis après je suis comme toi, hein, je suis hyper fan du noir et blanc. Moi, choisir si c'était pas comment dire, si moi j'aimerais bien tout filmer en noir et blanc et tout prendre en photo en noir et blanc. Mais bon, après ça c'est des histoires de goût. Allez, c'est pas mal. Bon, on va enchaîner justement sur le sujet d'aujourd'hui qui est l'intelligence artificielle. Et on va entamer le sujet d'une façon très simple. François, est-ce que ça te fait peur, cette intelligence artificielle qui débarque dans notre univers tel un boulet de canon? C'est vrai que c'est le truc qu'on entend des vidéos. Moi, je suis bombardé sur Insta et sur TikTok de tutos sur tel site qui te permet de faire ça, ça, ça. En fait, alors, je suis pas hyper au jus de la technologie qui est en jeu, mais j'ai l'impression que en fait, il y a grosso modo des différents outils qui sont open source et qui permettent d'être réutilisés dans d'autres cadres, qui apprennent, etc. Au début, ça m'a fait un peu peur. Ça m'a fait un peu peur parce que quand je voyais quand même certains sites qui sont capables de générer des avatars qui ont l'air d'être des vraies personnes et qui parlent et t'as l'impression que c'est des vraies personnes, c'est incroyable, le truc est fou. Quand tu vois des générateurs de photos qui te font des trucs assez incroyables et qui sont carrément, j'ai vu qu'il y en avait même une un gars qui avait réussi à truander sur un concours de photos, qui avait gagné le prix en fait, Ouais. et c'était une photo générée par intelligence artificielle. Donc c'est un peu flippant. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un petit peu c'est un nouvel outil, quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir ceux qui vont savoir saisir l'outil et amener plus loin ce qu'ils font actuellement, et tu vas avoir ceux qui vont être réticents à ça. Mais je pense qu'il faut le voir comme un outil. On n'est pas moi ça me fait toujours rigoler quand j'entends intelligence artificielle, parce que tu penses de suite Matrix, Terminator, alors que enfin on est très 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 loin. C'est des bébés intelligence artificielle là pour l'instant. Ça reste quand même un outil. Je sais pas Ben, si tu t'en sers toi un petit peu. Tu utilises des outils d'intelligence artificielle toi maintenant, ou pas du tout? alors oui, on va y venir. Moi, je voudrais rappeler tout simplement aux personnes qui disent justement, aux personnes qui sont dans cette logique de dire ça fait peur, ça me fait peur. Mais j'ai déjà envie de vous dire, c'est trop tard d'avoir peur parce que c'est déjà là en fait. C'est déjà là. Oui. C'est trop tard, vous pouvez plus en avoir peur. C'est déjà présent, c'est déjà dans notre utilisation maintenant. Donc, faut plus en avoir peur. Faut pas avoir peur de ça parce que c'est trop tard en fait. C'est déjà présent. Dans ce que tu disais justement que on avait, t'as émis l'idée que ça pouvait être, et si je résume,
un peu présent comme un amplificateur au final, hein. Donc, c'est-à-dire que par rapport à soi-même, cette intelligence artificielle, alors j'ai envie de mettre des guillemets quand on dit intelligence artificielle parce que tu l'as mentionné aussi, hein, on est loin de Matrix, de Terminator, etc. parce qu'elle ne décide pas pour nous. On va toujours devoir lui donner en fait une direction artistique. Donc, c'est-à-dire que et c'est là que je parle d'un amplificateur. Si on est mauvais dans la direction artistique, moi par exemple, je suis beaucoup plus technique que artistique. Moi, c'est pas mon don d'avoir une véritable direction artistique. Mais je ne saurais pas lui donner en tout cas les bonnes commandes pour me faire par exemple un magnifique tableau sur Midjourney, donc qui va me réaliser une magnifique photo, etc. Je n'ai pas le même développement créatif qu'un véritable artiste. Par contre, sur d'autres points, je suis très bon, et là, ben, tel un amplificateur, ça va justement amplifier ma rapidité, ma productivité. Donc en fait, quelqu'un qui est bon dans ce qu'il fait, l'intelligence artificielle, ça va simplement l'aider à être meilleur. Mais en aucun cas, quelqu'un qui est mauvais dans la section de l'autre personne va devenir meilleure. Elle restera mauvaise. Cette personne va rester mauvaise dans ce qu'elle voudra faire si elle n'a pas cette direction artistique, par exemple. C'est très juste ce que tu dis. Et puis, en fait, au final, on dit intelligence artificielle. Je trouve que le terme est un peu galvaudé quand même parce Ouais, que quand même. ça reste en fait des programmes très évolués qui comprennent assez bien le langage. C'est ça. En fait, je pense qu'il y a aussi une histoire de langage dans l'histoire, à savoir que, au final, ce qui change surtout avec des IA comme ChatGPT, par exemple, c'est que au lieu de taper des lignes de code, en fait, on a un programme qui va lui-même en fait comprendre ce que tu lui dis et en faire ses lignes de code à lui. Mais c'est un petit peu quand on est passé. Alors je sais pas si tu as connu ça avant Windows. Il y avait le DOS. Donc je sais pas si tu as eu un ordinateur qui fonctionnait sous DOS. Alors moi j'ai connu l'ordinateur quand est arrivé Windows 95, tu vois, donc Windows 95, D'accord. donc j'ai pas connu avant. Moi ça a été vraiment Windows 95 où j'ai découvert ça. Alors moi j'ai connu ça parce que j'avais un papa qui était prof de techno et du coup un peu geek à l'époque. Je te parle ça, on est à la fin des années 80. Ok. Et donc du coup qui ramenait l'ordinateur à la maison. Alors pour te faire, je vais essayer de pas trop digresser, mais pour te faire la petite histoire, l'ordinateur n'avait pas de disque dur. Donc Ok. il fallait installer l'OS à chaque fois que tu le démarrais. Oh putain. Donc déjà ça envoie du lourd. Et si tu veux, en fait, au lieu d'avoir, tu vois, des dossiers et des trucs à cliquer, il n'y avait pas de souris, il n'y avait que le clavier. Tu tapais des commandes, en fait. Hein, tu tapais le nom de ton programme, .exe, pour exécuter le programme, et ça lançait le programme. En fait, au final, le passage de ce type d'OS à des OS comme on les connaît aujourd'hui, avec des interfaces, avec clavier-souris, voire même tactile et tout, au final, l'ordinateur fait plus ou moins les mêmes choses de manière beaucoup plus évoluée, beaucoup plus puissante, mais on a juste remplacé en fait le fait de devoir taper une ligne de code par avoir un petit pictogramme sur l'ordinateur qui s'appelle une icône, et avec un autre outil qui est une souris, on a cliqué dessus. Mais l'ordinateur lui-même fait toujours la même chose, il y a toujours des programmes qui s'exécutent et si tu veux, c'est juste que on a rendu ça plus naturel pour nous humains, quoi. C'est moins comment dire, c'était moins opaque avec ce système de code et tout ça. J'ai l'impression, et je peux me tromper, mais que les IA actuelles, on est dans la même démarche. C'est-à-dire qu'on passe en fait de l'ordinateur où tu tapes tes commandes à l'ordinateur avec la souris. Ben là, on passe en fait de programmes sur lesquels il faut rentrer des données dans des cases, il faut éventuellement taper une ligne de code, etc. à un programme en fait où juste par le simple fait de formuler une phrase, tu vas arriver à lui faire exécuter une tâche. Maintenant, le problème reste, comme tu l'as très très bien souligné, toujours le même. C'est-à-dire que il va falloir apprendre à formuler d'une façon à ce que le programme exécute la tâche de la façon dont on veut qu'elle soit exécutée. Parce que sur ChatGPT, tu changes un mot dans ta phrase, le bousin, il ne sort pas du tout la même chose. Donc on va encore avoir besoin d'un apprentissage sur comment utiliser au mieux les IA. Et donc c'est pour ça que tu as tout à fait raison de dire qu'il ne faut pas en avoir peur, parce que autant apprendre à les maîtriser, quoi. Mais c'est ça, et comme tu dis, comme la façon de savoir lui parler, en fait, je reprends un bête exemple, tu vas avoir quelqu'un qui
a envie de parler cinéma avec un cinéphile. Et il va lui dire, ben moi j'ai bien aimé, c'est le film où Tom Cruise il saute d'un bâtiment. Et là, tu as le cinéphile qui est en train de se dire, putain, il y a au moins 40 films dans lesquels Tom Cruise il saute d'un bâtiment. Donc mec, va falloir être un tout petit peu plus précis pour que je puisse t'aider et deviner de quoi tu me parles, quoi. Et c'est un peu la même logique. Donc c'est-à-dire que si tu ne sais pas comment lui parler, tu vas pas y arriver. Et on va même aller un peu plus loin. Dans les personnes, et d'ailleurs, toi, c'est super intéressant parce que ça fait partie aussi de ton expérience, de ton expertise et de ton passé. Dans les personnes qui disent ça va prendre ça va prendre la place de quelqu'un d'autre, ça va prendre le travail de quelqu'un d'autre. Il faut aussi surtout amener le fait que ça va aussi générer de nouveaux jobs, de nouveaux travails. Il faut souvent rappeler que on a une bascule au niveau des jobs qui s'effectue tous les 10 ans. Tous les 10 ans, on a de nouveaux métiers qui apparaissent qui n'existaient pas 10 ans en arrière. Si on avait dit il y a 10 ans, il va y avoir des postes dont l'intitulé sera créateur de miniatures YouTube, on aurait rigolé. Et maintenant, c'est des gens c'est des gens qui prennent peut-être, et dans ceux qui le font bien, entre 4 et peut-être 8 ou 9 000 euros net par mois. Donc, c'est quelque chose qui paraissait superflu. Et ici, c'est le cas. Je suis persuadé qu'avec cette intelligence artificielle, alors de nouveau, je choisis de voir le côté positif, on va voir l'apparition justement de nouvelles personnes qui seront des consultants, qui seront des véritables consultants, hein, pas des gourous, des vendeurs de rêves, mais qui seront des véritables consultants et qui arriveront dans les sociétés en disant, on va regarder comment est-ce qu'on s'est intégré ça, comment est-ce qu'on va quand même mettre une personne qui va superviser cette intégration, donc quand même créer un emploi, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va justement superviser l'intégration de cette intelligence artificielle. Donc moi je choisis vraiment de ne pas du tout en avoir peur pour toutes ces raisons. Ça c'est un peu ma logique. Et après, alors ce qui est, je trouve par contre aussi passionnant dans tout ça, c'est de voir la simplicité et la puissance des différentes IA. J'en ai testé une hier. J'avais envie j'étais sur le scénar d'une vidéo YouTube où je voulais refaire le sound design d'une bande-annonce. Je m'étais un peu inspiré de ta vidéo sur The Last of Us justement. Je m'étais dit tiens, je referais bien là ça. Et en fait, le problème que je trouvais, c'était que toutes les bandes-annonces en fait sur lesquelles je tombais avaient de la musique, du sound design et des personnages qui parlaient et on voyait les lèvres bouger. Et je me suis dit, si je reprends la bande-annonce, que je mute le son, que je refais un sound design derrière et de la musique et tout ça, mais que les gens bougent les lèvres et qu'il n'y a pas leur voix, mon truc il tombe à plat. Donc je me suis dit, bah attends, il y a des intelligences artificielles pour tout. J'ai cherché dans Google intelligence artificielle, isoler la voix, tu vois, isolateur de voix, etc. Et je suis tombé sur un site, donc ça s'appelle Lalalai. Donc comme ça se prononce avec AI à la fin, tu vois, pour Artificial Intelligence. Et donc j'ai téléchargé la bande-annonce de The Last of Us, je l'ai foutu dedans. Et puis il a fait son process et tout. Et après, il m'a sorti 2 pistes. Donc une piste uniquement avec la musique, une piste uniquement avec la voix. Je me suis dit c'est pas possible, y a du son dans tous les sens, il y a des effets sonores, il y a des machins, c'est impossible que ça fonctionne, c'est pas possible. Et ben ça a fonctionné quoi, et j'étais sur le cul. Et t'as même alors par contre c'était uniquement en écoute parce que c'est payant pour pouvoir récupérer les forcément ils sont malins, c'est payant pour pouvoir récupérer les fichiers, mais t'as aussi la possibilité de séparer les instruments, donc tu pouvais avoir juste les cordes, juste les percussions, enfin et j'étais t'iras voir quand t'auras l'occasion, c'est incroyable. Et alors là pour isoler la voix c'était juste fou quoi. Et je me dis même que si on avait poussé le vice encore plus loin à récupérer le fichier et à le foutre dans Adobe Podcast, derrière, on aurait pu avoir un truc assez incroyable parce qu'il y avait des moments où tu sentais que y avait une petite dégradation quand même de la voix, légère, hein, si je l'avais remis dans une vidéo et après mettre de la musique et du sound design, ça passait crème, hein. Mais tu remets ça après derrière dans Adobe Podcast, qui moi me bluffe complètement parce qu'en fait c'est même pas du traitement de son. Adobe Podcast, c'est il comprend ce que tu dis, il synthétise ta voix et il te le fait redire. Si j'ai bien compris, c'est ça, Adobe Podcast. Hein. J'ai pas tout suivi sur Adobe Podcast, donc par rapport aux performances, parce que c'est vrai que je suis très content de Resolve. Et dans Resolve, alors sans évidemment de te livrer les pistes comme tu avais là avec la Resolve, si tu lui mets une chanson dedans, bah, tu sais très bien te retrouver avec un morceau a cappella.
Donc, Ouais. c'est assez impressionnant. Mais par contre, ça permet de enchaîner et de répondre à ce que tu m'as posé avant comme question, c'est-à-dire, est-ce que tu utilises cette intelligence artificielle? Ben, en fait, oui, toi et moi, on l'utilise quasiment tous les jours pour ce qu'on veut bien nous faire croire ou dire, si c'est le cas, avoir de l'intelligence artificielle. Donc ça va être par exemple ça, cet outil d'isolation de voix. Ça va être lorsqu'on va traiter une photo, par exemple dans Lightroom, et qu'on va prendre la reconnaissance de sujets, de ciel, la génération de masques automatiques, le tracking. Donc le tracking qu'on va avoir dans des logiciels comme par exemple DaVinci Resolve ou comme dans Final Cut Pro, que ça va être le remastering. Donc on a des logiciels qui nous permettent directement de remasteriser des anciennes vidéos en qualité SD jusqu'à de la 4K. Donc tout ça fait qu'au final, on utilise déjà cette intelligence artificielle. Alors, pour peu qu'en effet, ils ajoutent le terme intelligence artificielle, parce que j'ai l'impression que c'est le nouveau terme à la mode, comme on a eu il y a quelques Ouais. années le terme blockchain. Tu vois, le terme blockchain Ouais. était délivré partout. Ben là, on a ce nouveau terme. Je crois même que j'ai vu passer justement des générations de Bitcoin fait grâce à de l'intelligence artificielle. Donc, ça arrive dedans. Voilà. Donc, on est à mort avec cette exagération du terme. Mais donc oui, en effet, on utilise en fait, on l'utilise déjà et pour notre plus grand plaisir, honnêtement, tous ces outils-là, si tu me les retirais, si je devais en fait repasser sur un workflow de production qui avait ne fût-ce que 5 ans en arrière, bah, je serais pas bien. Je sais pas toi, mais moi je me suis habitué à tous ces outils-là, hein. Alors oui, moi complètement aussi. Je pense, tu vois, enfin notamment ouais sur Lightroom et sur l'isolation vocale de Final Cut. C'est vrai que tu vois, bah, là encore hier, je montais des interviews pour des clients et je me disais que bah, même à la limite, tu vois, si je voulais pousser le vice, je le foutrais dans Adobe Podcast, tu vois, le fichier audio. Mais même là, juste avec un petit traitement de son, j'avais mes petits Pico Mic. J'étais parti en mode hyper simple et léger. Bah, le rendu vocal après derrière il est génial quoi. T'as zéro souffle, ça c'est vrai que moi, et puis en plus le son était ma bête noire avant, donc c'est vrai que c'est le genre de Ouais, truc, ça fait du bien quoi, ça fait du bien, ça simplifie. Maintenant bah il y a 5 ans en fait personne n'avait tout ça, donc on faisait quand même, tu vois, on mettait juste peut-être un peu plus de temps ou on avait une qualité peut-être un petit peu en dessous, mais comme c'était pareil pour tout le monde, c'est pas le même. En fait c'est ça le truc, c'est que ces outils ils sont accessibles à tout le monde aujourd'hui, et donc du coup bah, on est tous en fait sur la même ligne de départ, et ouais, maintenant c'est vrai. à voir comment on va s'en servir, tu vois. Même je m'en suis servi dans ma dernière vidéo YouTube, tu vois, que j'ai sortie hier, dans laquelle je faisais une fausse pub avec des banques d'images et tout, et il me fallait une voix off avec un truc inspirant, un texte un peu inspirant, et clairement bah, c'est le genre de truc, enfin moi c'est pas ça que je fais quoi. Et donc du coup je me suis dit bah allez, ChatGPT, tu vois, je vais lancer la commande, rédige-moi une voix off pour une vidéo de 30 secondes sur le thème du dépassement de soi et tout ça. Il m'a sorti un truc. Maintenant si j'avais mis ce texte tel quel, moi ça me convenait pas. Alors peut-être que ma commande n'était pas bonne, tu vois, à ChatGPT, mais par contre l'avantage c'est que ça m'a fait une base de départ que j'ai C'est ça. retouchée après pour qu'elle ressemble à ce que je voulais, mais clairement ça m'a lancé l'idée. Là où je suis un peu plus dubitatif, tu vois, j'ai vu beaucoup de vidéos fleurir sur YouTube et les réseaux pour demander à ChatGPT de te donner des idées, par exemple des thématiques de vidéos YouTube ou de contenu TikTok et tout ça. Moi je le trouve un peu limité quand même dans ses propositions, et on reste sur des trucs qui moi me conviennent pas. Je pense pas que l'IA soit très très créative en fait au final. Oui, ou alors tout simplement parce que c'est lié à toi et moi, à notre univers, et que forcément, ben, sa base de Mm. données est moins grande. Je pense que si par exemple on était dans le domaine culinaire, ou peut-être le domaine du maquillage, ou ce genre de choses-là, qui est un Ouais. domaine plus vaste, peut-être qu'il serait plus créatif et plus intéressant. Il faudrait quasiment le tester dans des autres univers que la vidéo, qui au final, ben, en effet, est quand même un peu plus, même s'il est grand et vaste, est quand même plus restreint que d'autres passions, en tout cas. Ça touche Ouais. forcément moins de monde. Donc c'est aussi à voir. Mais c'est vrai que ChatGPT, tu vois, c'est quelque chose où moi, et alors,
je vais attendre encore un peu, parce que je sais que ça existe déjà, mais je vais attendre quand même encore un peu pour tomber sur des personnes qui ont une véritable expertise là-dessus. Mais moi, ça ne me dérangerait pas du tout, par exemple, de prendre une formation à 300 € pour ChatGPT, dans laquelle la formation, on m'explique, et en termes concrets, tout le type de bonne communication qu'il faut avoir avec lui, le bon type de commande. Donc, par exemple, tu vois, j'ai fait mon TikTok dans lequel je dis j'ai utilisé une intelligence artificielle pour répondre à mon client. Ce que je ne dis pas dedans, c'est que moi, je lui ai quand même précisé de répondre avec sarcasme. Je lui ai dit, donc pour qu'il me génère cette réponse-là, je lui ai quand même dit, réponds avec sarcasme à ce message. Donc je lui ai ajouté cette commande de dire réponds avec sarcasme. Mais c'est parce que j'avais vu quelqu'un qui disait qu'on pouvait ajouter en fait des directions de réponse. Donc c'est-à-dire que tu peux dire à l'IA, réponds-moi avec de l'intérêt, réponds-moi avec de l'étonnement, ou réponds-moi en effet avec du sarcasme. Donc, si je vois une véritable formation qui sort sur ChatGPT dans laquelle il m'explique tout le type de commandes qu'on peut lui donner, qui en fait sont des commandes qui me sont accessibles, vu que ça fait simplement partie de la langue française, eh ben moi je le ferai. Je le ferai parce que je pense que je pourrais optimiser en tout cas mon cadre de travail, surtout qu'on sait que ChatGPT va basculer en abonnement payant, hein, certainement à 15 ou 20 balles par mois, mais je pense que pour une société et bien intégrée, je crois que ça peut avoir une réelle rentabilité. Je crois que tu peux rentabiliser 240 balles de frais annuels là-dessus. Je ne sais pas si tu as un peu la même logique que moi. Oui, alors après pour l'instant, c'est vraiment quand je sèche où je me dis tiens, je vais taper une commande dans ChatGPT pour voir quand je sèche vraiment sur un truc. Mais par contre, ce que tu me dis, je savais pas ça, c'est fou que tu puisses demander à un programme de rédiger une réponse avec sarcasme, avec un ton Hein. en fait. Ouais. Le sarcasme, l'intérêt ou l'étonnement, c'est quand même des choses qui sont purement humaines, quoi. Donc c'est là où c'est assez bon. Alors de là à dire que l'IA ne ressent pas le sarcasme ou l'intérêt ou ce que tu veux, mais il est capable en fait quand même d'écrire de façon sarcastique. Ouais. Et ça, je serais curieux de savoir comment c'est programmé et quels sont les éléments de langage qui permettent parce qu'effectivement la réponse qu'elle avait générée c'était sarcastique. Je serais curieux de savoir quels sont les éléments de langage qui ont été appris par l'IA pour pouvoir restituer une réponse sarcastique, parce que moi je trouve ça fou, je trouve ça assez incroyable. Là c'est flippant. Oui, c'est dingue, hein. Mais par contre, de nouveau, j'ai dû lui préciser, tu vois, j'ai dû rajouter cette commande avec sarcasme. Donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, Midjourney, je trouve que c'est un outil incroyable, mais comme par exemple, je n'ai pas cette vision artistique, eh bien, je ne sais pas forcément lui donner les bonnes directives de base. Tandis qu'il y en a d'autres qui te font des réalisations incroyables avec Midjourney, parce que justement, ils ont à la base cette direction artistique. Donc, pour ces personnes-là qui sont peut-être, par exemple, dans le graphisme, ben, ça va leur donner un boost énorme d'un point de vue productivité, parce qu'ils vont savoir arriver chez un client avec un mood board qui aurait été fait littéralement peut-être en 1 ou 2 heures, parce qu'ils auront simplement dû en fait mettre du vocabulaire sur ce qu'ils avaient en tête. Et à la place de passer sur la palette graphique et de perdre, je ne sais pas, peut-être une semaine, là, ça aura été généré en un rien de temps. Donc c'est dingue. Donc c'est vraiment un amplificateur qui permet simplement aux personnes qui sont douées d'être encore plus douées. Mais par contre, si tu es mauvais, bah, tu resteras mauvais en fait. Ça ne va pas aller plus loin que ça. Et puis, imagine toutes les applications qu'il peut y avoir derrière. Alors peut-être que ça existe déjà, mais imagine t'es scénariste pour une série, pour un film, et tu écris ton scénario, tu vois, comme c'est fait dans les règles, tu vois, avec intérieur, nuit, jour, des didascalies pour expliquer le contexte, etc. Tu fous ton script dans une intelligence artificielle qui te génère un storyboard. T'es là, le temps gagné, il est incroyable. Il est incroyable. Il est fou, hein. Et puis il y a qu'un pas à dire, tu fous le script et l'IA te fait le film, quoi. Ou même plus loin, c'est un excellent exemple que tu donnes là. Mais imaginons par exemple que, je vais prendre pour la France, je vais prendre Plus belle la vie pour la France, qui a, je sais pas combien d'épisodes. Je crois qu'il y a peut-être plus de 600 épisodes. Je sais pas si tu suis. Beaucoup trop. Voilà. Trop. Mais imaginons par
exemple, que cette database de Plus belle la vie soit présente sur Internet et donc que l'intelligence artificielle y ait accès. Et là, le scénariste, il dit, trouve-moi une idée qui pourrait justifier le retour de cette personne-là, alors que éventuellement, ça avait laissé sous-entendre qu'elle était morte. Et donc, où on ne sait pas on ne sait plus comment cette personne-là avait disparu parmi les 600 épisodes. Tu pourrais lui dire, trouve-moi 10 raisons pour comment faire revenir cet épisode, cette personne-là à l'écran. Et ça évite peut-être à des nouveaux scénaristes qui n'étaient pas là au début de la série, à avoir un compte-rendu de tout ce qui a été fait avant. Donc en disant, ça tu peux faire, ça tu peux faire, ça tu peux faire. Et peut-être que lui qui avait des idées avant se dit, ah ben non, en effet, je dois faire ça parce qu'il avait eu telle interaction dans X épisodes. Donc en effet, les applications sont énormes et comme tu le dis ici, en effet, peut-être générer un script et puis que tu viens à modifier par après, mais il faut toujours avoir les bonnes commandes, les bonnes idées et savoir comment diriger au final. Donc moi je suis content. Je suis content de voir tout ça arriver. Et puis même, tu vois, j'ai envie de te dire, ce qui est chouette, je trouve, dans tout ça, c'est que ça donne une place quasiment encore plus importante, je trouve, aux créateurs. C'est-à-dire que ce qui va primer, avant toute chose, c'est l'idée et la formulation de l'idée. Et au final, sans ça, il n'y a rien. L'IA, elle fait rien. Et donc, en fait, je trouve que dans un sens, même si il y a cet assistant, on va dire, digital, qui vient faire le travail fastidieux, ça, en fait, si le résultat de ce que donne l'IA n'est pas bon, c'est peut-être aussi parce que l'idée n'est pas bonne ou parce que sa formulation n'est pas bonne. Et d'un autre côté, c'est un moyen aussi d'avoir peut-être un retour sur nos idées, un retour totalement objectif, à savoir que vu que le machin, il applique bêtement, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un outil, c'est un marteau. Le marteau, si tu tapes à côté du clou, le clou il s'enfonce pas, tu vas pas blâmer le marteau, tu vois. Et d'un autre côté, tu te dis, si ce qui sort de l'IA une fois que j'ai donné ma commande est pas terrible, peut-être c'est que mon idée était pas terrible ou que je l'ai mal formulée. C'est pas forcément, je suis pas en train de dire que systématiquement ça va être ça. Peut-être l'IA, elle est pas parfaite et elle peut faire des trucs pas terribles, mais ça remet au centre en fait et le point de départ l'idée au-delà de la forme. Et là où justement on a quand même des fois beaucoup de choses qui sont plus de la forme que du fond. Là en fait on remet au centre l'intérêt du fond et effectivement il y a de quoi s'enthousiasmer pour ça. Ouais. Et d'ailleurs, je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Je sais pas toi, mais je vois pas ce que je pourrais dire de plus par rapport à cette intelligence artificielle, dans le sens où on est juste au début. Ça va encore se développer, ça va continuer. Il faut prendre conscience par contre qu'il y a pas mal de choses qui vont évoluer vers le payant. Là, on est vraiment dans cette phase bêta-test. Donc, tout ce qui est ChatGPT, tout ce qui est Midjourney, tout ça vont devenir payants. Donc, voilà, il n'y a pas de miracle. Donc, c'est certain que ceux qui intègrent ça maintenant dans leur production, gardez en tête que si vous l'implantez complètement, vous allez aussi en devenir dépendant dès qu'ils vont passer en payant. Donc, apprêtez-vous à sortir de l'argent si vous prenez déjà le pli maintenant, en tout cas, de les utiliser. Moi, je sais d'avance qu'il est fort probable qu'en 2024, je me retrouve avec une facture de ChatGPT. Ça ne serait pas impossible. Voilà, ça ne serait pas impossible que je me retrouve avec ça. Donc, voilà, il faut le prendre en compte. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter, justement, sur cette intelligence artificielle. Non, écoute, je trouve qu'on a bien fait le tour et puis qu'on a traité le fond du sujet. Ouais. Moi, je te dis, je suis assez hypé de voir comment ça va évoluer et je pense que je vais continuer de m'y intéresser, peut-être même d'un peu plus près, quoi. Allez, c'est bien. Bon, je pense que ce podcast, en tout cas, qui aurait été peut-être un peu plus court, mais n'empêche rien sur la qualité, touche à sa fin. Je pense qu'on est bon ici pour se refaire un prochain épisode dont on ne sait pas le sujet, soit pour la semaine prochaine ou d'ici 2 semaines. Mais voilà, les amis, n'oubliez pas évidemment de partager, de commenter, de nous donner votre petit feedback, aussi votre ressenti en commentaire sur cette intelligence artificielle. Dites-nous de la façon dont vous l'utilisez. Dites-nous si vous en avez peur, dites-nous si vous pensez l'intégrer dans votre société. Donc voilà, faites-nous un retour complet sur justement cette intelligence artificielle parce qu'on est curieux et peut-être qu'on apprendra aussi de vous via ce partage d'expérience. Les amis,
On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Salut!